Et si le prochain front du Moyen-Orient ne se jouait pas dans le ciel d'Israël, mais au-dessus de Téhéran, depuis plusieurs mois, l'Iran accélère discrètement le déploiement de ses missiles solaires, objectif transformer son espace aérien en forteresse imprenable. Pourquoi maintenant? Qui menace réellement l'Iran? Et surtout, est-ce que ces défenses peuvent vraiment résister à une frappe occidentale ou israélienne? On décrypte. Imaginez un instant la carte de l'Iran. Un territoire immense, plus de 1,6 million de km², des montagnes, des déserts, des sites nucléaires enfouis sous terre. Et au-dessus, un ciel que Téhéran ne veut plus jamais voir vulnérable. Depuis une dizaine d'années, l'Iran investit massivement dans un objectif précis, mailler son espace aérien comme une toile d'araignée militaire. La stratégie iranienne repose sur un principe simple, la défense en profondeur. Concrètement, cela signifie plusieurs couches successives, des radars longues portées capables de détecter des cibles à plusieurs centaines de kilomètres, des systèmes moyennes portées pour intercepter avions et drones, des batteries plus courtes pour protéger les sites sensibles. L'idée n'est pas d'avoir un seul bouclier, mais une succession de filets. Si l'ennemi passe le premier rideau, il se retrouve face au deuxième, puis au troisième. Au cœur du dispositif, on retrouve le ministère de la Défense iranien qui a développé le système Bavar 373. Ce missile solaire est présenté comme la réponse iranienne au célèbre S-300 russe. Selon Téhéran, portée annoncée de plus de 200 km capacité à engager plusieurs cibles simultanément. Ce qui est stratégique ici, ce n'est pas seulement la performance, c'est l'indépendance. Après des années de sanctions internationales, l'Iran ne veut plus dépendre d'importations russes ou chinoises. Produire localement, c'est garantir la continuité en cas de crise. Autre pièce clé, le Cordad 15. Pourquoi est-il si important? Parce que la guerre moderne a changé. Aujourd'hui, la menace ne vient plus uniquement d'avions de chasse. Elle vient de drones furtifs, de missiles de croisière d'essaims, de projectiles. Le Cordad 15 est justement conçu pour répondre à ces scénarios. L'Iran affirme même qu'il pourrait intercepter des appareils comme le F-35 israélien. C'est une déclaration lourde de sens, car cela vise directement les capacités de l'aviation israélienne. Mais derrière la technique, il y a une logique politique. L'Iran sait qu'en cas de conflit majeur, il ne pourra pas rivaliser en nombre d'avions avec les États-Unis ou Israël. Il ne peut pas gagner la bataille aérienne classique. Alors il change les règles du jeu. Plutôt que d'attaquer le ciel adverse, il cherche à rendre le sien toxique. En clair, faire en sorte que toute frappe ennemie devienne coûteuse, risquée, incertaine, car plus le risque est élevé, plus la dissuasion fonctionne. Autre élément clé, la mobilité. Les systèmes iraniens ne sont pas tous fixes, beaucoup sont montés sur des plateformes mobiles. Cela signifie qu'ils peuvent changer de position, se camoufler, éviter les frappes de précision. Dans une guerre moderne, rester immobile, c'est mourir. La mobilité est une assurance vie. Téhéran multiplie les manœuvres militaires. Objectif, en maintien, montrer que les systèmes fonctionnent, envoyer un signal clair aux adversaires et tester la coordination entre radars, centres de commandement et batteries. Car une défense aérienne n'est efficace que si elle est intégrée. Un missile seul ne suffit pas, il faut un réseau. Tout cela est impressionnant sur le papier, mais une vraie guerre, ce n'est pas un défilé militaire, c'est du brouillage électronique, des cyberattaques, des frappes simultanées, des missiles tirés en salve. La vraie interrogation est donc la suivante. Ce bouclier iranien peut-il résister à une attaque coordonnée de haute intensité ou est-il surtout conçu pour compliquer, retarder, dissuader? Ce qui est certain, c'est que le ciel iranien n'est plus celui des années 2000. Téhéran a investi, modernisé, structuré. Et aujourd'hui, toute puissance qui envisagerait une frappe devrait intégrer un paramètre nouveau. Le prix à payer pourrait être bien plus élevé qu'avant. Et c'est peut-être ça, la véritable arme de l'Iran. Si l'Iran renforce son ciel, ce n'est pas par hasard. Il y a un nom qui revient sans cesse dans les états-majors à Téhéran, Israël. Depuis plus de 20 ans, l'État hébreu considère que le programme nucléaire iranien représente une menace existentielle.
Et Israël a une doctrine claire, empêcher par tous les moyens qu'un ennemi régional accède à l'arme nucléaire. L'aviation israélienne est l'une des plus expérimentées au monde. Elle dispose notamment des F-35 Hadir, version modifiée du chasseur furtif américain, des appareils capables de pénétrer profondément un espace aérien hostile en réduisant leur signature radar. Mais ce n'est pas tout. Israël aligne aussi des F-15 longue portée spécialisés dans les frappes stratégiques. Et surtout, il possède une expérience unique, frappe chirurgicale, mission à très longue distance, neutralisation de systèmes de défense. On l'a vu en 1981 contre le réacteur irakien d'Osirak. On l'a vu en 2007 en Syrie. Le message est clair. Quand Israël estime qu'une ligne rouge est franchie, il frappe. Du côté iranien, les sites sensibles sont bien identifiés. Natanz Fordov, centre de recherche et infrastructures souterraines. Ces installations ont été enterrées, renforcées, protégées. Pourquoi ? Parce que Téhéran sait qu'elles sont dans le viseur, certaines sont creusées sous des montagnes, d'autres protégées par plusieurs couches de défense aérienne. Mais Israël dispose de bombes pénétrantes capables d'endommager des structures profondément enfouies. La confrontation devient donc technologique. Bouclier contre marteau. La tension ne se limite pas à un scénario de bombardement massif depuis des années. La confrontation se joue déjà. Cyberattaque, sabotage, assassinat, ciblé, frappe indirecte via la Syrie. La guerre est là, elle est simplement contenue sous le seuil du conflit ouvert. Chaque camp teste l'autre. Chaque incident rapproche d'un point de rupture. Pourquoi Israël hésite et pourquoi il pourrait frapper ? Lancer une attaque contre l'Iran serait un pari colossal, distance importante, ravitaillement en vol nécessaire, risque de riposte régionale via le Hezbollah ou d'autres alliés de Téhéran. Mais à l'inverse, si Israël estime que l'Iran est sur le point d'acquérir l'arme nucléaire, l'inaction pourrait lui sembler plus dangereuse que l'attaque. C'est toute la logique de la frappe préventive. Et c'est précisément pour rendre ce calcul plus complexe que l'Iran renforce ses missiles solaires. On est face à un équilibre extrêmement fragile. Israël modernise son aviation, l'Iran densifie ses défenses. Chaque avancée d'un camp justifie celle de l'autre. C'est une spirale. Et plus les systèmes deviennent sophistiqués, plus la moindre erreur d'interprétation peut déclencher une escalade. La vraie question, le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir si Israël peut frapper. La vraie question est à quel coût ? Si les défenses iraniennes promettent d'abattre plusieurs appareils, si le risque de guerre régionale explose, si les conséquences diplomatiques deviennent incontrôlables, alors la dissuasion fonctionne. Mais si Israël estime que le risque nucléaire dépasse tous les autres, alors aucun système solaire ne suffira à empêcher une décision politique. Et c'est là que la tension atteint son paroxysme. Car derrière les radars et les missiles, ce sont deux visions du Moyen-Orient qui s'affrontent. Une confrontation qui pour l'instant reste suspendue dans le ciel. Mais jusqu'à quand ? Quand l'Iran dévoile un nouveau missile solaire à la télévision d'État, ce n'est jamais anodin. Images au ralenti, caméras au ras du sol, généraux en uniforme, discours martiaux. Le message ne s'adresse pas uniquement aux experts militaires, il vise trois publics bien précis, à Washington, à Tel Aviv, dans les capitales du Golfe. À chaque test réussi, Téhéran envoie un signal « Nous ne sommes plus vulnérables ». Même si les performances exactes restent floues, l'objectif est clair, introduire le doute, car en stratégie, le doute est une arme. Si un état-major adverse n'est pas certain de pouvoir neutraliser rapidement les défenses iraniennes, il doit intégrer un facteur de risque supplémentaire. Et plus le risque augmente, plus la décision d'attaquer devient lourde. Il ne faut pas l'oublier, l'Iran vit sous sanctions internationales depuis des années. Inflation, difficultés économiques, isolement diplomatique. Dans ce contexte, afficher une armée moderne et autonome sert aussi à renforcer le sentiment national. Le pouvoir veut montrer que le pays résiste, qu'il innove malgré les sanctions, qu'il reste une puissance régionale incontournable. Les images de batteries solaires flambant neuves deviennent un outil de cohésion interne. L'Iran n'est pas seul, il entretient des relations militaires avec plusieurs acteurs régionaux et internationaux. En mettant en avant ces systèmes de défense, Téhéran envoie aussi un message à ses partenaires. Nous sommes capables de produire, nous pouvons partager, nous comptons. Cela renforce son poids diplomatique, car dans les rapports de force internationaux, la crédibilité militaire est une monnaie d'influence.
Mais attention, entre une démonstration télévisée et une guerre réelle, il y a un monde. Dans un conflit de haute intensité, les adversaires utiliseraient brouillage électronique massif, frappes coordonnées, missiles en saturation, cyberattaque sur les centres de commandement. La question devient alors cruciale. Ces systèmes sont-ils capables de tenir sous pression extrême ou sont-ils optimisés pour la dissuasion plus que pour l'endurance? L'objectif iranien n'est peut-être pas d'être invincible, il est plus subtil. Il s'agit de survivre à la première vague, car si l'Iran parvient à conserver une partie de ses capacités après un assaut initial, alors il peut riposter. Et c'est cette capacité de riposte directe ou via ses alliés régionaux qui constitue le cœur de la dissuasion. Finalement, la modernisation solaire iranienne n'est ni purement défensive, ni purement démonstrative. C'est une stratégie du seuil, faire en sorte que toute attaque devienne coûteuse, risquée, politiquement explosive, créer un environnement où l'adversaire hésite, où chaque option militaire paraît plus dangereuse que la précédente. La vraie puissance d'un missile solaire ne se mesure pas seulement à sa portée, elle se mesure à la décision qui l'empêche. Si Israël ou un autre acteur renonce à une frappe à cause de l'incertitude, alors le système a rempli sa mission, même sans jamais tirer. Et c'est peut-être là toute la subtilité de la stratégie iranienne, transformer le ciel en zone de doute, une forteresse invisible, un calcul que personne ne veut tester. Sur le papier, les systèmes iraniens impressionnent. Portée annoncée de plus de 200 km. Capacité à engager plusieurs cibles simultanément, détection d'avions furtifs. Mais dans la guerre moderne, les chiffres ne font pas tout. La vraie question n'est pas quelle est la portée du missile, c'est dans quelles conditions peut-il réellement fonctionner. Un système solaire, ce n'est pas juste un tube qui lance un projectile, c'est une chaîne complète, radar, transmission des données, centre de commandement, calcul de trajectoire, guidage terminal. Si un seul maillon est perturbé, l'ensemble peut vaciller. Et face à une armée comme celle d'Israël ou des États-Unis, la première attaque ne viserait pas uniquement les pistes ou les bâtiments, elle viserait le cerveau du système. Les radars seraient brouillés, les fréquences saturées, les réseaux informatiques attaqués. La furtivité, par exemple, ne rend pas un avion invisible, elle réduit sa signature radar, cela complique la détection, raccourcit le temps de réaction et oblige la défense à s'approcher davantage pour engager la cible. Cela signifie que les opérateurs doivent être extrêmement bien coordonnés. Le moindre retard, la moindre hésitation peut suffire à laisser passer un appareil. Et puis il y a la guerre électronique. Des avions spécialisés peuvent envoyer des ondes destinées à aveugler temporairement les radars. D'autres peuvent injecter de fausses cibles. Dans un scénario de frappe coordonnée, on ne parle pas d'un seul avion pénétrant l'espace aérien, mais d'un ensemble d'actions simultanées, drone leurre, missiles de croisière, brouillage massif, cyberattaque. L'objectif n'est pas seulement de frapper, il est de saturer. La saturation est l'arme la plus redoutable contre une défense solaire. Même le système le plus moderne a un nombre limité de missiles prêts au tir, un nombre limité de cibles qu'il peut engager en même temps. Si 20 projectiles arrivent simultanément, la défense doit choisir et chaque choix crée une vulnérabilité. Cela dit, il serait imprudent de sous-estimer les progrès iraniens. Depuis des années, Téhéran investit dans ses radars à longue portée, développe ses propres systèmes de guidage, améliore la mobilité de ses batteries, la dispersion géographique, la redondance des capteurs, la multiplication des plateformes mobiles compliquent toute tentative de neutralisation rapide. Détruire un réseau dispersé est beaucoup plus complexe que détruire quelques sites fixes. Autre élément clé, l'expérience indirecte. L'Iran observe attentivement les conflits récents, Ukraine, Syrie, Haut-Karabakh. Chaque guerre moderne est un laboratoire. Les performances des drones, l'efficacité des missiles de précision, les limites des défenses antiaériennes sont analysées en détail. Cela permet d'adapter doctrine et technologie. Mais malgré ces adaptations, un point demeure central. Les États-Unis et Israël disposent d'une avance technologique considérable dans certains domaines critiques. Furtivité avancée, guerre électronique intégrée, capacité satellitaire, renseignement en temps réel. Dans un affrontement direct, l'Iran devrait compenser cet écart par la densité, la redondance et la résilience. Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir
si les systèmes iraniens peuvent arrêter une attaque massive parfaitement planifiée. Peu de pays le pourraient. La vraie question est de savoir s'ils peuvent infliger suffisamment de pertes, créer suffisamment d'incertitudes, ralentir suffisamment l'assaut pour que le coup politique et militaire devienne dissuasif. Parce qu'un avion abattu change la perception, un pilote capturé change la dynamique diplomatique, une frappe qui échoue partiellement change l'équilibre stratégique. La technologie iranienne n'est peut-être pas au sommet mondial, mais elle n'est plus marginale. Elle s'inscrit dans une logique de déni d'accès, rendre le ciel dangereux, imprévisible, coûteux, et dans une région où chaque décision militaire peut embraser plusieurs fronts à la fois, parfois, ce n'est pas la perfection technologique qui compte, c'est la capacité à compliquer le calcul adverse. Et sur ce terrain-là, l'Iran avance. Le ciel iranien ne peut pas être analysé isolément parce que le Moyen-Orient n'est pas un échiquier à 2 joueurs, c'est un système nerveux interconnecté. Chaque mouvement déclenche une réaction en chaîne. Quand l'Iran renforce ses missiles solaires, ce n'est pas seulement Israël qui observe, ce sont aussi les monarchies du Golfe, les États-Unis, les milices alliées de Téhéran et les bases militaires disséminées dans toute la région, car l'Iran ne joue pas uniquement la carte défensive, il dispose d'un réseau d'alliés armés capables d'agir à distance, le Hezbollah au Liban, certaines milices en Irak, des groupes armés ailleurs dans la région. Cela signifie qu'en cas de frappe contre le territoire iranien, la riposte pourrait ne pas venir frontalement, mais latéralement. Une attaque aérienne contre un site iranien pourrait déclencher des tirs de roquettes au nord d'Israël, des frappes contre des bases américaines en Irak, des tensions dans le golfe Persique, zone stratégique par laquelle transite une part essentielle du pétrole mondial. Autrement dit, toute opération militaire contre l'Iran porterait un risque d'embrasement régional. Et c'est précisément là que la défense solaire iranienne prend une autre dimension. Elle ne sert pas seulement à protéger des installations, elle sert à sécuriser le centre névralgique d'un système d'influence régional. De leur côté, les pays du Golfe ont massivement investi dans des systèmes antimissiles américains. Les bases américaines sont équipées pour intercepter roquettes et drones. Israël possède son architecture multicouche de défense anti-aérienne. Le ciel du Moyen-Orient est devenu l'un des plus militarisés au monde. Résultat, une densité exceptionnelle de radars, de batteries, de missiles prêts au tir. Cela crée un paradoxe. Plus les systèmes de défense se multiplient, plus les acteurs se sentent protégés, mais plus le risque d'incident augmente. Une mauvaise identification radar, un tir préventif mal interprété, un drone non identifié et l'escalade peut devenir incontrôlable. Dans cet environnement saturé, la dissuasion est fragile. Elle repose sur des calculs rationnels, sur la conviction que l'autre camp ne franchira pas un certain seuil. Mais si l'un des acteurs estime que sa survie stratégique est en jeu, ce seuil peut disparaître. Le facteur régional transforme donc la question iranienne en bombe géopolitique. Ce n'est pas seulement l'Iran peut-il défendre son ciel, c'est que se passe-t-il si ce ciel est violé? Parce qu'une frappe isolée pourrait se transformer en conflit multifront. Une guerre aérienne pourrait devenir une guerre hybride, mêlant missiles, cyberattaques, milices, sabotage maritime. Et dans ce scénario, les systèmes solaires iraniens jouent un rôle central. Ils sont la première ligne d'un domino stratégique. Plus ils sont crédibles, plus ils retardent la décision d'attaquer, plus ils sont contestés, plus la tentation de tester leurs limites augmente. C'est un équilibre instable, un équilibre où chaque batterie de missiles, chaque radar, chaque drone n'est pas seulement un outil militaire, mais une pièce d'un mécanisme régional extrêmement sensible. Et dans cette région, l'histoire montre une chose: quand l'équilibre se rompt, les propagations est rapide, très rapide. Au fond, toute cette stratégie iranienne repose sur une promesse implicite, une promesse simple: si vous attaquez, vous le paierez. Mais dans les relations internationales, la dissuasion est un jeu psychologique autant que militaire. La forteresse iranienne n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être crédible. Parce qu'aucune défense au monde n'est hermétique. Même les systèmes les plus avancés peuvent être contournés, saturés, neutralisés. La question n'est donc pas de savoir si l'Iran peut arrêter 100% des frappes. Aucun pays ne le peut. La vraie question, c'est: peut-il rendre l'attaque suffisamment coûteuse pour qu'elle devienne politiquement inacceptable? Un avion abattu, un pilote capturé, une frappe qui échoue partiellement. Dans un contexte régional déjà explosif, cela pourrait suffire à changer la trajectoire d'un conflit,
Mais il y a une autre dimension, plus stratégique encore. Si l'Iran parvient à survivre aux premières heures d'une offensive, à préserver une partie de ses capacités militaires, alors il conserve son pouvoir de riposte, et cette riposte ne serait pas nécessairement symétrique. Elle pourrait passer par des missiles balistiques, par ses alliés régionaux, par des attaques indirectes. Autrement dit, la défense solaire n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Elle protège le cœur, elle gagne du temps, elle garantit la capacité de réponse. Et dans une logique de confrontation indirecte, le temps est une arme. Mais attention, la dissuasion fonctionne tant que les acteurs restent rationnels, tant que chacun estime que le coût d'une guerre dépasse les bénéfices attendus. Si, à un moment donné, un des camps considère que l'équilibre est rompu, que la menace devient existentielle, alors le calcul peut changer brutalement. C'est là toute la fragilité de la situation. Le ciel iranien est plus dense, plus surveillé, plus armé qu'il ne l'a jamais été, mais il est aussi au cœur d'un affrontement idéologique, stratégique et régional qui dépasse la seule technologie. La forteresse tiendra-t-elle? Peut-être, mais dans cette région du monde, l'histoire montre que les forteresses ne tombent pas toujours parce qu'elles sont faibles. Elles tombent parfois parce que quelqu'un décide qu'il n'y a plus d'alternative. Et aujourd'hui, la véritable bataille ne se joue peut-être pas dans les radars ou les missiles, elle se joue dans les calculs, dans les perceptions, dans les lignes rouges invisibles. Le ciel iranien est prêt. La question désormais, c'est qui osera en tester les limites? Il faut peut-être prendre encore un peu de recul, parce que ce qui se joue au-dessus de l'Iran dépasse largement l'Iran. Nous sommes entrés dans un nouvel âge de la guerre aérienne. Autrefois, la domination du ciel reposait essentiellement sur les avions. Aujourd'hui, le ciel est devenu un champ de bataille multidimensionnel. Drones longue portée, missiles de croisière furtifs, projectiles hypersoniques, satellites d'observation, cyberattaques capables d'aveugler un système entier en quelques secondes. Cela signifie une chose, la défense aérienne n'est plus un simple bouclier, c'est un système nerveux numérique. L'Iran l'a compris, ses investissements dans les radars, dans la mobilité des batteries, dans la multiplication des capteurs répondent à cette transformation. L'objectif n'est pas seulement d'abattre un avion, c'est d'exister dans un environnement saturé d'informations et de menaces simultanées. Mais dans ce nouveau paradigme, l'attaque évolue plus vite que la défense. Les drones coûtent moins cher qu'un missile solaire, un essaim un peu saturé, un système sophistiqué. Un missile hypersonique réduit drastiquement le temps de réaction. La guerre moderne compresse le temps. Ce qui prenait plusieurs minutes se joue désormais en secondes. Et plus le temps de décision diminue, plus le risque d'erreur augmente. C'est là que le cas iranien devient révélateur, parce que si une puissance sous sanctions, technologiquement isolée, parvient malgré tout à construire un réseau défensif crédible, cela envoie un message au monde entier. La supériorité aérienne absolue n'est plus garantie. Même les grandes puissances doivent désormais composer avec des bulles anti-accès de plus en plus denses. Cela redéfinit l'équilibre stratégique. Les guerres éclairs deviennent plus incertaines. Les frappes chirurgicales deviennent plus risqué. La projection de puissance devient plus complexe. Et dans ce contexte, l'Iran ne cherche peut-être pas la perfection. Il cherche à s'inscrire dans cette nouvelle réalité, à faire partie du club des États capables de compliquer sérieusement toute intervention extérieure. Mais cette évolution pose une autre question, plus large encore. Si chaque acteur régional renforce ses défenses, modernise ses missiles, multiplie ses drones, alors le ciel du Moyen-Orient devient un espace surarmé, ultra sensible, où la moindre étincelle peut déclencher un incendie. La technologie promet la dissuasion, mais elle rend aussi la confrontation plus rapide, plus automatisée, plus difficile à contrôler, et dans cette accélération permanente, la stabilité devient fragile. Très fragile. Alors oui, l'Iran se prépare à se défendre, mais ce que révèle cette préparation, c'est quelque chose de plus profond. Le ciel n'est plus un espace ouvert, il est devenu un champ de mines invisible. Et dans ce nouveau monde, la question n'est plus seulement qui a le meilleur avion, la vraie question est qui maîtrise le tempo,
Qui peut décider quand frapper, quand attendre, quand reculer? Parce qu'à l'ère des radars intelligents et des missiles autonomes, le contrôle du temps est peut-être la véritable arme stratégique. Et c'est peut-être là que se jouera le prochain grand basculement. Aujourd'hui, l'Iran ne cherche pas seulement à intercepter des avions, il cherche à changer le calcul, à rendre chaque décision militaire plus lourde, plus risquée, plus explosive. Ces missiles solaires ne sont pas simplement des armes, ce sont des messages stratégiques, un message adressé à Israël, aux États-Unis, aux puissances du Golfe. Réfléchissez à deux fois. Mais dans une région où les lignes rouges bougent en permanence, où la technologie accélère les crises, où la moindre erreur peut déclencher une réaction en chaîne, la dissuasion est un équilibre fragile, très fragile. La forteresse iranienne tiendra-t-elle si elle est testée, ou découvrira-t-on que, dans la guerre moderne, aucun bouclier n'est suffisant? Une chose est sûre, le ciel du Moyen-Orient n'a jamais été aussi militarisé, jamais aussi tendu, jamais aussi imprévisible, et ce qui s'y prépare pourrait redéfinir l'équilibre stratégique de toute la région. Si tu veux comprendre les nouvelles stratégies militaires, les équilibres de puissance et les coulisses géopolitiques qui façonnent le monde d'aujourd'hui, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, on ne survole pas l'actualité, on l'analyse en profondeur. Like la vidéo si tu veux qu'on continue ce type de décryptage stratégique. Et surtout, dis-moi en commentaire, penses-tu qu'Israël osera un jour tester les défenses iraniennes? Le débat commence maintenant. À très vite pour la prochaine analyse.